Bien. Alors, on a défini les tenseurs d'ordre P. On a regardé des opérations, des nouvelles opérations. D'abord, bon, c'est un espace vectoriel. Il y a des composantes covariantes, contravariantes, des tenseurs de base. On a défini de nouvelles opérations, produit tensoriel, trace, produit tensoriel contracté et produit tensoriel doublement contracté, et même plus ici. Donc là, on va passer à la définition de deux tenseurs particuliers qui sont très simples, mais qui sont d'une grande utilité dans l'algèbre tensorielle. Premièrement, c'est le tenseur métrique. Alors, le tenseur métrique, je le symbolise par G. Vous verrez dans la littérature, il y a des gens qui mettent un 1 avec deux barres aussi. Là, la notation que je prends, c'est celle qui a été prise par Einstein pour le tenseur métrique, on l'appelle G. Voilà. Donc, en fait, il est très simple, c'est G appliqué, donc c'est un tenseur du second ordre, puisqu'on lui donne deux vecteurs à manger, hein, et le réel, c'est X scalaire Y. Vous avez l'air de dire, oui, on est en train de tourner en rond, produit scalaire, on a déjà tout ça parlé. Mais en fait, non, c'est intéressant. Vous allez voir que, vu comme ça, cette opération, ça ne sert pas seulement à calculer les produits scalaires de deux vecteurs, ça sert entre autres à ça, mais à plein d'autres applications. Alors, chaque fois qu'on définit un tenseur, ça va être toujours le même schéma. On regarde ses composantes sur une base quelconque. Hein. Bon, alors donc, allez-y, ouais. Donc, on regarde les composantes de ce tenseur métrique sur une base quelconque. Comme d'habitude, il faut, pour trouver ces composantes, appliquer ce vecteur à des vecteurs de base. Donc là, je calcule les composantes IJ en bas du tenseur G. Hein, et donc, c'est G de I et de J. Et à cause de la définition qui est en rouge au-dessus, eh bien, c'est par définition EI scalaire EJ. Hein. Donc, en fait, les GIJ, c'est le produit scalaire de deux vecteurs de la base ordinaire. Hein. Et comme la base n'est pas orthonormée, en général, eh bien, ce produit scalaire a une valeur qui n'est ni 0 ni 1. D'accord ? En revanche, les composantes mixtes du tenseur G, c'est-à-dire une fois covariant, une fois contravariant, c'est donc EI en bas scalaire EJ en haut, et ça, à cause de la définition de la base duale, c'est delta IJ. Donc ça vaut 1 ou 0. D'accord ? Bon. Maintenant, on va calculer les deux autres composantes, les GIJ en haut. Bon, c'est la même règle, hein, c'est G appliqué à EI en haut, EJ en haut, hein, donc les vecteurs de la base duale. Et donc, c'est ce produit scalaire-là. Et puis, les composantes mixtes, mais cette fois-ci de l'autre type, c'est-à-dire une fois contravariant, une fois covariant, eh bien, c'est encore delta IJ à cause de la définition de la base duale. Donc, ce tenseur métrique, il a des propriétés de composantes tout à fait intéressantes. Hein. Les composantes mixtes sont les mêmes dans toute base, puisque en fait, dans toute base, vous avez des 0 et des 1, des delta IJ. Hein. En revanche, donc vous avez GIJ en bas, enfin I covariant, J contravariant, ou l'autre, eh bien c'est delta IJ, c'est 0 et 1, et ça c'est indépendant de la base. Vous voyez ? Alors que les composantes non mixtes, elles sont dépendantes de la base, parce que EI scalaire EJ, je ne sais pas, c'est une base quelconque, donc ça vaut quelque chose, mais elles sont symétriques, c'est-à-dire que GIJ égale GJI. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que, en fait, le produit scalaire de deux vecteurs est commutatif. Vous voyez ? Donc, la définition de GIJ en bas, vous l'avez là, hein, eh bien, c'est EI scalaire EJ, mais vous pouvez échanger les indices I et J, ça ne changera pas le résultat. Vous voyez ? Bon, de même, les composantes deux fois contravariantes sont elles aussi des composantes symétriques, hein, mais qui ne sont pas 0 et 1. Voilà. Alors c'est clair que si les bases sont orthonormées, tout ça se simplifie, et les GIJ en haut et les GIJ en bas aussi sont des 0 et des 1, mais en général non. Hein, c'est le produit scalaire de deux vecteurs de la base. Bon, alors donc... on peut s'amuser pour écrire les différentes manières d'écrire le produit scalaire de deux vecteurs. Bon, la première manière, c'est ce que vous connaissez, c'est X scalaire Y, c'est le produit scalaire de deux vecteurs. Maintenant, on va dire que c'est G appliqué à X et à Y.
Hein. On va l'écrire aussi G de Y et de X. Ça, c'est des petits exercices que vous devez démontrer. C'est-à-dire qu'en fait, on démontrera plus tard, enfin je ne l'ai pas encore défini, que G est un tenseur symétrique. Ou bien, vous pouvez l'écrire x.g.y. Hein. Ou bien vous pouvez l'écrire y.g.x. Tout ça, c'est le produit scalaire des deux vecteurs x et y. Ou encore G doublement contracté avec x tensoriel y. Tout ça, c'est des écritures équivalentes et qui sont des écritures tensorielles du scalaire x.y. C'est-à-dire que, vous voyez que c'est des tenseurs d'ordre 0. Tout ça. Vous voyez ? Donc cette définition-là, ces écritures-là, sont indépendantes de toute base. Maintenant, si vous voulez écrire ça avec des composantes, vous pouvez. Pardon, j'ai oublié le dernier. Voilà. Vous pouvez l'écrire avec des composantes. Là, je vois l'écriture du dessus en rouge qui me dit que c'est un tenseur du second ordre appliqué à deux vecteurs. Hein? Pensez TIJ à la place de GIJ et c'est la même chose. D'accord? Donc vous pouvez l'écrire comme ça. Vous pouvez aussi bien l'écrire avec des GIJ en haut, mais à condition de prendre les composantes covariantes des vecteurs, XI en bas, YJ en bas. Vous pouvez aussi l'écrire comme ça. Ça, c'est en prenant les composantes mixtes du tenseur G. Vous voyez? En prenant un X contravariant et un Y covariant, vous allez avoir un delta qui va vous amener à ce résultat. Voilà. Donc, les différentes manières de décrire le produit scalaire. La première ligne, c'est des écritures tensorielles d'un scalaire. La deuxième ligne, c'est des écritures de ce scalaire avec des composantes. Hein? C'est pas clair que, sur la deuxième ligne, c'est pas clair que le résultat est un tenseur d'ordre 0. Vous pouvez faire des calculs sur des composantes. Hein. Mais là, ici, donc, finalement, quand on fera de la mécanique, je n'écrirai pratiquement jamais de composantes. C'est-à-dire, c'est vous qui les écrirez quand vous voudrez implanter vos calculs dans les ordinateurs. Hein. Mais je n'écrirai que des égalités comme la première ligne ici. C'est-à-dire, si j'ai envie de décrire le produit scalaire de deux vecteurs de l'une de ces manières-là, hein, eh bien, j'aurais besoin de le faire. Pourquoi je choisirais telle manière ou telle autre? C'est peut-être pour factoriser. Par exemple, si j'ai un G2 point quelque chose, et puis ailleurs, sur une somme de G2 point quelque chose, je pourrais factoriser. Vous voyez donc les différentes manières de faire, d'écrire le résultat. Bien. Alors, une des applications, c'est ce qu'on appelle l'ascenseur d'indice. L'ascenseur d'indice, comme vous allez le voir, en fait, c'est que je vais utiliser le tenseur métrique pour faire monter ou descendre les indices, c'est-à-dire, en fait, pour parler correctement, ça veut dire, si je connais les composantes covariantes et que je veux trouver les composantes contravariantes, au lieu d'aller construire la base duale, eh bien, je peux utiliser le tenseur métrique pour faire ça, vous allez voir. Voilà. Alors, une propriété du tenseur métrique. Donc ça, je vous le laisse en exercice. C'est que G.T égale T.G égale T. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites un produit contracté d'un tenseur avec G, eh bien, vous ne changez rien. Hein? Donc, c'est un produit, disons, c'est un élément neutre dans le produit contracté, si on veut. Hein? Alors, prenons par exemple V comme application du théorème précédent au-dessus. J'ai donc V égale G.V. Ça, vous pouvez le vérifier avec des composantes, éventuellement. Et justement, on va l'écrire. Mais je vais l'écrire en utilisant les composantes deux fois contravariantes de G. Donc, ça va s'écrire GIJ en haut, sommé avec le VJ en bas, et le tout porté par EI. Hein? Bon, et donc, en fait, ça veut dire, puisque si vous regardez ça avec les bonnes lunettes, que la composante sur la base EI du vecteur V, donc la composante contravariante, puisque c'est sur la base ordinaire, hein, donc c'est ce que j'ai écrit VJ en haut ici, hein, eh bien c'est égal à GIJ VJ en bas. Voilà une formule qui me permet de calculer les V en haut, les composantes contravariantes du vecteur, lorsque je connais les composantes covariantes du vecteur. Il suffit de sommer avec les G point en haut. D'accord? Voilà. De même, si je refais le même calcul, mais en écrivant avec les composantes deux fois covariantes du tenseur métrique, eh bien, ça va se sommer avec un VJ en haut, et avec la même constatation, je sais calculer, donc, cette fois-ci, les VI en bas, connaissant les VJ en haut. Simple sommation, hein, sur J. Voilà. Et en regardant les deux égalités qui sont en rouge ici,
eh bien vous voyez que en fait, les G point en haut, que normalement je devais calculer en faisant le produit scalaire des deux vecteurs de la base duale, j'ai même pas besoin de construire les vecteurs de la base duale et de calculer leur produit scalaire, puisque c'est tout simplement l'inverse des G point en bas. D'accord? Bien. Donc la règle d'ascenseur d'indice, hein, elle n'est pas compliquée. Pour monter un indice, vous faites une sommation avec des G point en haut. Donc vous le voyez sur l'écriture ici, hein, en rouge. Vous voyez, là j'avais un indice en bas, je le somme avec les G point en haut, et hop, j'obtiens la composante avec l'indice en haut. Pour descendre un indice, ben c'est pareil, mais c'est avec des G point en bas. Hein. Vous sommez avec des G point en bas et vous descendez, vous obtenez le résultat. Et le tout en respectant bien sûr les conventions d'Einstein, c'est-à-dire sommer. Donc si les indices de sommation, ici il y en a un en bas, l'autre est en haut. Et d'autre part, les indices réels des deux côtés des égalités, de l'égalité, sont les mêmes, à la même hauteur. Voilà. Bon. Donc, au moins une application du tenseur métrique, il y en aura plein d'autres, hein, c'est de servir d'ascenseur d'indice, c'est-à-dire que si je connais les composantes covariantes, eh bien je trouve les contravariantes et inversement. Donc exemple, en application, je laisse ça en exercice, je connais par exemple les composantes complètement covariantes d'un tenseur d'ordre 3, j'ai envie de connaître les composantes covariantes, contravariantes, covariantes du même tenseur d'ordre 3, eh bien, j'utilise G pour faire monter l'indice du milieu en le sommant avec un G point en haut. Vous voyez? D'accord? Voilà. Encore un autre exemple aussi, ça marche aussi avec les vecteurs de base. Hein. Donc ça, c'est des petits exercices à montrer tout seul en faisant le calcul du même type que ce que j'ai fait au-dessus. Bon, conclusion, au moins avec le tenseur métrique, je sais faire varier la composante des tenseurs. Alors, donc tous ces exercices que je vois proposer ici, n'oubliez pas que si vous n'arrivez pas à les faire, bon, vous avez toutes les solutions dans le PDF qui est sur mon site. Hein. Bon. Deuxième tenseur fondamental qui est important pour moi, c'est le tenseur d'orientation. Alors là, je triche. Malheureusement, bon, les couleurs du projecteur sont un peu décevantes. C'est marqué ici en rouge, je voulais le mettre en évidence. C'est dans V3. C'est-à-dire que là, je simplifie les choses en disant, bon, on va faire de la MMC, donc je travaille pour n égale 3. Hein. Et c'est important, cette restriction, vous allez voir. Ça, parce que, disons que ça m'évite de partir dans une théorie un peu lourde qui s'appelle les alterneurs, c'est-à-dire des tenseurs complètement antisymétriques. Donc vous pourrez trouver ça dans des cours sur les tenseurs. Mais bon, pour la MMC, quand même, ça simplifie beaucoup les choses, ça me permet de gagner beaucoup de temps. Alors j'appelle ça le tenseur d'orientation, mais vous trouverez par exemple le nom de Levi-Civita. Les gens qui disent que le tenseur d'ordre 3 que je vais définir est un tenseur de Levi-Civita sont un petit peu prétentieux parce que, en réalité, c'est un peu plus compliqué que la définition que je donne là. Hein. Alors, quelquefois, vous le trouverez aussi noté epsilon. Hein. Bon, moi j'ai pris H, c'est la lettre qui suit G. C'est tout simplement parce que epsilon, ben, en mécanique, on préfère le réserver à autre chose, donc je l'ai appelé grand H. Voilà. Alors, la définition, eh bien, c'est un tenseur d'ordre 3, hein, et appliqué à 3 vecteurs, eh bien, ça me donne le produit mixte des 3 vecteurs. Donc, c'est bien, encore une fois, un tenseur d'ordre 3, le résultat est un réel, hein, et c'est trilinéaire, vous pourrez vérifier ça très facilement. Donc, c'est un tenseur d'ordre 3. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce tenseur? D'abord, calculer ses composantes sur une base quelconque, comme d'habitude, hein. Donc, sur une base quelconque, les composantes, je les appelle HIJK en bas, eh bien, c'est grand H appliqué aux 3 vecteurs de base, EI, EJ, EK, hein, comme d'habitude. Et donc, c'est le produit mixte des 3 vecteurs EI, EJ, EK, par définition du tenseur H. Alors, vous connaissez, c'est là que je gagne du temps, hein, c'est que vous connaissez les propriétés du produit mixte. C'est-à-dire que quand on échange 2 vecteurs, il change de signe. S'il y a 2 vecteurs identiques, il vaut 0.
hein, etc. Donc c'est là que je gagne du temps plutôt que d'étudier les alterneurs d'ordre n. Hein. C'est que, en fait, vous savez qu'il suffit d'en calculer un pour avoir tous les autres, c'est H1 de 3. Hein. Si vous calculez H1 de 3, vous avez tous les autres, par permutation circulaire ou par permutation simple, mais en changeant de signe, ou s'il y a deux indices égaux, eh bien c'est 0. D'accord? Bon, et le résultat, là, le calcul est technique, je ne vais pas le dérouler devant vous, mais il est bien développé dans le polycopier, c'est que c'est racine de déterminant de G point point. Alors là, le calcul est un peu technique, hein. Je ne le développe pas devant vous, je vous demande de l'admettre, hein. Et donc, la démonstration est dans le polycopier. Et elle vaut le coup d'être regardée, hein, pour bien comprendre pourquoi, s'il y a un déterminant qui apparaît, etc. C'est voilà. Alors, il y a une notation qui est introduite à peu près dans tous les cours sur les tenseurs, c'est que déterminant de G point point en bas, c'est noté petit g. Dangereux, dangereux, très dangereux, parce qu'on introduit un symbole sur un truc qui n'est pas un scalaire. Hein. Il est clair que quand vous changez de base, le déterminant de G point point, ça change de valeur, hein. C'est-à-dire que ça n'est pas un scalaire. Donc, bon, mais comme cette notation est très souvent utilisée dans les cours sur les tenseurs, je la présente, mais en fait, vous pouvez utiliser ce symbole, remplacer déterminant de G point point en bas par G, mais souvenez-vous que ça n'est pas un scalaire, c'est-à-dire que ce n'est pas un tenseur d'ordre 0. Hein. Bien. Alors, maintenant, j'avais calculé les composantes complètement covariantes du tenseur d'orientation. Je vais calculer les composantes complètement contravariantes ici. Donc, c'est avec H appliqué aux EIJK en haut, cette fois-ci. Hein. Et donc, bon, c'est le produit mixte. Et donc, c'est pareil, on peut en calculer un. Les autres s'en déduisent automatiquement. Hein. Et donc, c'est la racine de déterminant de G point point en haut. En fait, la démonstration est rigoureusement la même. En fait, à quelques positions d'indice près, c'est exactement le même raisonnement. Hein. Et comme on a appris tout à l'heure que la matrice des G point point en bas était inverse de la matrice des G point point en haut, en fait, ça peut s'écrire comme ça. Hein. Parce que le déterminant d'une matrice inverse, c'est l'inverse du déterminant. D'accord? Bien. Alors, donc, voilà. Mais donc, je rappelle et je souligne bien, faites bien attention que petit g n'est pas un tenseur d'ordre 0, c'est un truc qui dépend de la base. Si vous changez de base, la valeur de petit g change. Hein. Alors, à quoi ça peut nous servir? Eh bien, ça peut nous servir, on va regarder par exemple les composantes d'un produit vectoriel. Voilà. Alors, j'ai envie de calculer les composantes du produit z égale x vectoriel y. Bon, très bien. Donc, a priori, j'écris mon vecteur x sur une base, EI, le vecteur y sur la base, la même base, mais donc sur sommation sur j. Et donc, je voudrais bien calculer les composantes de ce vecteur z. Hein. Donc, je peux sortir, comme d'habitude, xi, yj, et donc j'ai un EI vectoriel j en bas. Hein. Bon, alors, donc, pour faire apparaître le tenseur h, que je viens d'introduire, il faut que je fasse le produit scalaire de ceci avec un vecteur de base E en bas. Hein. Donc en fait, ce que je vais calculer, c'est la composante covariante du vecteur Z, pas sa contravariante. D'accord? Hein. Donc ça va être Z scalaire EK, ZK c'est Z scalaire EK, hein. Et ensuite vous avez donc EI, tenseur, vectoriel EJ, scalaire EK, vous reconnaissez le produit mixte. Hein. Et donc, c'est en fait xi, yj, hjk. Voilà. Donc maintenant, vous voyez que la composante covariante du vecteur z peut s'écrire avec des sommations. Vous étiez toujours embêté avec les produits vectoriels, avec des histoires d'indices qu'il fallait faire tourner, etc. Hein. Et bien là, non, c'est très simple, ça s'écrit comme ça. D'accord? Voilà. Donc le vecteur z, en fait, je l'ai calculé par ses composantes covariantes. Hein. Et donc, ça s'écrit xi, yj en haut, hjk en bas, ek en haut, puisque c'était la composante covariante, c'est la composante sur la base duale. Voilà. Alors, maintenant, ici, j'ai utilisé une propriété de permutation des indices de h,
Hein. C'est-à-dire j'ai remplacé HIJK par HKIJ. Ça, j'ai le droit et sans changer le signe. Vous savez ça. Hein. Propriété du produit mixte. D'accord? Et donc, en fait, je peux écrire ça sous la forme tensorielle suivante. Grand H, contracté deux fois avec x tensoriel y. Pourquoi? Parce que vous voyez que ici, vous avez les composantes de x tensoriel y. Oh, zut, à chaque fois, je touche le mauvais bouton. Là, vous avez les composantes de x tensoriel y. Vous le contractez deux fois, donc deux derniers indices ij, ij, d'accord? Vous faites la double contraction et il vous reste un vecteur sur EK en haut, puisqu'il me reste un HK en bas. D'accord? Voilà. Donc, en fait, vous voyez que je peux écrire maintenant le produit vectoriel avec des opérations tensorielles qui vont être beaucoup plus commodes que le produit vectoriel habituel, hein, quand on fera du calcul tensoriel. Voilà. Et en tout cas, on peut écrire les composantes du produit vectoriel avec des sommations maintenant. Avant, il fallait faire tourner ces indices, etc. Hein. Donc là, ça s'écrit avec des sommations. Donc on sait écrire les composantes d'un produit vectoriel avec des sommations. Mais vous voyez que là, je n'ai utilisé que les composantes HIJK en haut ou bien HIJK en bas. Hein, et je n'ai pas écrit les composantes mixtes de HIJK. Alors en fait, on évite de les utiliser parce qu'elles ont des composantes compliquées. On peut toujours, de toute façon, utiliser l'ascenseur d'indices pour faire monter. Hein, mais si on veut profiter des propriétés de HIJK, en fait, il faut utiliser soit HIJK en haut, soit HIJK en bas, dont on connaît les propriétés de permutation d'indices. Voilà. Bien. Alors, une identité qui nous servira en mécanique, hein, c'est H.H. Alors, H.H, c'est un tenseur d'ordre 4, hein, 3 plus 3 moins 2, hein, ça fait 6 moins 4, ça fait donc un tenseur d'ordre 4. Donc, il a 4 indices. Et là, c'est un excellent exercice, mais alors vraiment excellent. La démonstration est dans le poly, je ne la démontre pas. C'est que le résultat, ça s'écrit comme ça. Hein. Donc, des produits de delta moins un autre produit de delta avec les indices bien placés. Hein. Faites bien attention. Et donc, ce qui est caché derrière ça, vous le verrez dans le polycopier, en fait, c'est la formule du double produit vectoriel. C'est un peu caché, mais finalement, donc, cette identité-là nous servira beaucoup en mécanique parce que quand on fait de l'algèbre, on voit apparaître des H.H, hein, comme ceci. Et puis une autre identité qui est très importante aussi, c'est H2.H, cette fois-ci, deux fois contracté. Donc là, 3 plus 3, ça fait 6, moins 4, parce qu'il y a double contraction, ça fait 2, donc c'est un tenseur d'ordre 2, et c'est deux fois le tenseur métrique, en fait. Voilà. Donc ça, c'est des petits exercices à calculer sur les composantes, à démontrer. Ça vous fait obliger de manipuler les indices, d'utiliser les propriétés de H, etc. Et d'antisymétrie de H, c'est-à-dire que si vous échangez deux indices de H, ça change de signe, etc. C'est deux exercices qui sont excellents. Essayez de les trouver tout seul. Et puis, sinon, allez voir la solution sur mon site. Bon. Alors, j'ai fait toute la préparation. Mais vous avez tous fait de la mécanique, vous savez que les tenseurs du second ordre jouent un rôle très important en mécanique. Donc on va s'attacher aux propriétés particulières aux tenseurs du second ordre, hein, qui sont des trucs qu'il ne faut pas négliger. Hein. Alors on va commencer par quelques rappels. Donc un tenseur du second ordre, ça s'écrit sur une base de tenseur du second ordre. Hein, qui peut être écrite donc avec ses composantes deux fois contravariantes sur la base EI en bas, EJ en bas, qui peut être aussi écrit avec ses composantes deux fois covariantes, mais cette fois-ci sur une autre base qui est EI en haut, EJ en haut, tensorielle EJ en haut, ou bien des composantes mixtes sur la base tensorielle qui suit, hein, ou bien encore l'autre type de composante mixte sur la base tensorielle qui va bien. Tout ça, c'est le même tenseur, mais écrit sur des bases différentes. D'accord? Des bases de tenseurs d'ordre 2 différentes. Bon, ça, c'est des égalités tensorielles. Quand on fera de la mécanique, normalement, j'ai besoin que de ce genre de choses. Mais maintenant, si je calcule t de x et de y, eh bien, ça va s'écrire TIJ en haut, XI, YJ en bas. Ça, on l'a vu, c'est comme ça qu'on calcule le réel résultat quand on a un tenseur du second ordre et qu'on connaît ses composantes deux fois contravariantes. Si on connaît ces composantes deux fois covariantes, c'est comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça.
Bon, donc c'est automatique tout ça. Ça, c'est des égalités scalaires. J'ai écrit une égalité d'un scalaire égale un scalaire. Au-dessus, c'était des égalités de tenseurs. Hein, bien distinguer les deux. Bon, et en fait, ce scalaire, je peux l'écrire. Donc t de xy, c'est toujours un scalaire. x.t.y, donc ça, c'est des bons exercices. Ou bien t de point x tensoriel y. Là aussi, c'est juste à manipuler les indices. Vous regardez les composantes, vous verrez qu'effectivement, on obtient les composantes qui sont au-dessus, les formules qui sont au-dessus. Voilà, alors ça, c'est les bonnes formules tensorielles pour exprimer ce scalaire, c'est-à-dire ce tenseur d'ordre 0. Hein. C'est mieux de l'exprimer avec les deux dernières lignes sur la dernière ligne, parce que là, on se moque totalement des composantes et on ne regarde pas, et puis on regardera les composantes seulement quand on voudra écrire des équations différentielles bien numériques. Hein. Mais quand on fera de la théorie, en fait, on écrira plutôt comme ça. Bon, donc c'est le même scalaire, mais exprimé avec des opérations tensorielles. Où là, on voit clairement que c'est des tenseurs d'ordre 0, hein, puisqu'il n'y a qu'à calculer les ordres. Hein. Vous voyez que ça vous donne un résultat de tenseurs d'ordre 0. Bon, alors dans l'espace vectoriel des tenseurs d'ordre 2, il y a un produit scalaire. Hein, on a un produit scalaire dans l'espace des vecteurs. On a montré que les tenseurs d'ordre 2 étaient dans un espace vectoriel, et qui est de dimension donc n à la puissance 2. Hein. Et dedans, on a un produit scalaire, c'est-à-dire que l'opérateur de points que j'ai défini tout à l'heure, c'est pour ça que le sens avait de l'importance, hein, eh bien c'est un produit scalaire dans l'espace vectoriel des tenseurs d'ordre 2. Bon, je ne vous fais pas la démonstration, mais en fait, normalement, vous arrivez à le faire, c'est-à-dire vous savez ce que c'est que les axiomes de définition d'un produit scalaire. Hein, vous vous rappelez, si c'est un produit scalaire avec l'élément nul, ça fait 0, le produit scalaire avec lui-même est positif, etc. Bon, donc vous allez en même temps, ça vous fera du bien de réviser les axiomes de définition d'un produit scalaire dans un espace vectoriel. Et donc, bon, ces axiomes sont vérifiés dans le poly. Hein, bien sûr, vous pouvez trouver toutes ces informations dans le poly, mais il faut que j'avance. Donc, si on a un produit scalaire, eh bien, on peut définir une norme euclidienne. C'est-à-dire qu'on peut définir la norme d'un tenseur d'ordre 2 hein, comme étant, en fait, t de point t. Enfin, pardon, racine de t de point t, où ici, j'ai donné le carré de la norme. C'est comme pour les vecteurs, en fait. Hein, c'est-à-dire que la norme d'un vecteur, c'est la racine carrée de son produit, du produit scalaire du vecteur avec lui-même. Eh bien, la norme d'un tenseur, c'est la racine carrée aussi du produit scalaire du tenseur avec lui-même. Voilà. Bon. Alors, donc, ce produit scalaire, si vous l'écrivez avec des composantes, on peut l'écrire comme ça, hein, puisque double contraction, donc vous prenez les deux derniers indices de t avec les deux premiers indices de t, donc il y a double sommation sur IJ. D'accord ? Ou vous pouvez l'écrire comme ça, pareil, hein, double sommation, hein, dans le même ordre. Bien. Définition aussi, donc le transposé d'un tenseur. Bon, eh bien, c'est un nouveau tenseur que je note T transposé. Et ce tenseur, il est défini de manière intrinsèque de la manière suivante. T transposé, c'est le tenseur qui, quel que soit xy, eh bien, il est égal à t de y et de x. C'est-à-dire qu'on inverse l'ordre des arguments. Hein. Donc ça, c'est un autre tenseur, t transposé. Et bon, alors maintenant, si vous êtes habitué, enfin vous le serez, les composantes du transposé, il y a les composantes ij en bas du tenseur transposé, eh bien c'est tji. C'est-à-dire qu'en fait, il faut transposer la matrice des composantes deux fois covariantes. Pareil pour les composantes contravariantes. En revanche, attention, il y a un piège. Hein. Les composantes contravariantes covariantes du tenseur transposé sont égales aux composantes covariantes contravariantes du tenseur T. Voilà. Petit exercice très intéressant à faire hein, pour démontrer cette égalité. Donc ça veut dire que pour transposer en fait un tenseur, eh bien, pour les composantes deux fois covariantes ou deux fois contravariantes, c'est la simple transposition de la matrice des composantes. En revanche, c'est une égalité entre les composantes d'un certain type et des composantes d'un autre type. Hein, faites bien attention. Hein, mix du premier type, mix du deuxième type. Bon,
Alors on peut, oui, la dernière c'est pareil. Mais en fait, cette égalité-là, c'est la même que la précédente, en fait, si vous y réfléchissez bien. Voilà. Alors, symétrie, antisymétrie. Bon, alors donc, voilà. On dit qu'un tenseur est symétrique s'il est égal à son transposé. Ça, c'est une propriété de tenseur. Hein. Et quelles sont les composantes, quelles sont les conséquences sur les composantes de ce tenseur? Eh bien, regardons les composantes. C'est dommage, bon, je ne peux pas mettre sur le même transparent les égalités que j'avais écrites dans le transparent précédent, mais en réalité, dans les... Oh, je peux quand même les remettre. Voilà. Dans la dernière ligne, puisque t est égal à son transposé, vous remplacez t transposé par t, tout simplement. Et voilà, vous avez les propriétés sur les composantes de t. D'accord? Bon, alors donc, vous avez trouvé ça. C'est que la matrice des composantes deux fois covariante est une matrice symétrique. Hein, TIJ égale TJI. Pareil pour les matrices deux fois contravariantes, les composantes deux fois contravariantes. Donc vous avez une symétrie des composantes non mixtes. D'accord? Pour les tenseurs symétriques. En revanche, pour les composantes mixtes, c'est-à-dire une fois covariant, une fois contravariant, vous avez ces égalités. Donc ça veut dire que les matrices des composantes non mixtes ne sont pas forcément symétriques, a priori. Hein. Il y a simplement égalité entre la matrice des composantes d'un type et la matrice des composantes de l'autre type. C'est-à-dire que les mixtes du premier type sont égales aux mixtes du deuxième type. Une fois covariant, voilà. Donc ça ne veut pas dire a priori, bien que ce soit possible, mais en tout cas, ça ne prouve pas, en général, que les composantes mixtes d'un tenseur symétrique ne sont pas des matrices symétriques. Hein? Sauf si vous avez, comme d'habitude, des bases orthonormées. Hein? Bien. Alors, l'espace des tenseurs d'ordre 2 symétriques, je le note un peu comme ça, hein, c'est-à-dire que vous avez, voilà, l'espace des tenseurs du second ordre symétrique, c'est un espace sous-espace vectoriel, vraiment ce truc est embêtant, de dimension n facteur de n plus 1 sur 2. Alors, c'est un sous-espace vectoriel. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, quand vous prenez des tenseurs symétriques, que vous faites une addition de tenseurs symétriques, vous restez dans les tenseurs symétriques, et quand vous multipliez par lambda aussi, donc en fait, vous fabriquez un sous-espace vectoriel. Hein. Et donc la dimension est n facteur de n plus 1 sur 2, et je vous donne un exemple de base. Hein. Vous pouvez prendre comme tenseur symétrique de base les tenseurs qui sont marqués ici en rouge, hein, c'est-à-dire EI tensoriel EJ plus EJ tensoriel EI. Vous verrez très facilement que ces tenseurs de base-là sont des tenseurs symétriques et qu'ils servent de base pour le sous-espace vectoriel. C'est une base du sous-espace vectoriel. Et il y a bien n facteur de n plus 1 sur 2 tenseurs de ce type. Hein, parce qu'ils sont symétriques. C'est-à-dire que vous avez... Voilà. Bon, alors donc, c'est un sous-espace vectoriel de dimension n facteur de n plus 1 sur 2. Les tenseurs antisymétriques, c'est presque la même définition. Hein. Sauf qu'un tenseur est antisymétrique s'il est égal à moins son transposé. Pour les composantes, eh ben, c'est pareil, il faut reprendre les trucs de la page précédente et remplacer t transposé par moins t, tout simplement. Hein. Voilà, et donc vous allez obtenir ceci, c'est-à-dire que pour les composantes deux fois covariantes ou bien deux fois contravariantes, la matrice est antisymétrique, la matrice des composantes est antisymétrique, il y a une antisymétrie des composantes non mixtes. Hein. Et donc, je vous rappelle que pour une matrice antisymétrique, la diagonale est nulle, quoi, hein, c'est un petit rappel, c'est-à-dire que vous avez T1 égale moins T1, donc T1 égale 0. Hein. Et pareil pour les autres. En revanche, pour les matrices, pour les composantes non mixtes, pour les composantes mixtes, hein, c'est-à-dire celles qui ont des variances différentes, hein, une fois covariant, eh bien vous avez cette égalité. C'est la même que celle d'au-dessus en remplaçant par un signe moins, hein, évidemment, hein, celle qui est en rouge au-dessus. Bon, et puis celle-là, c'est la même égalité aussi, puisque en fait, ces deux égalités-là, c'est la même. Hein. Voilà. Donc, les composantes ne sont pas une matrice antisymétrique. Hein.
mais on a égalité. Alors, en termes de matrice, l'égalité que vous avez là, elle s'écrit comme ça. C'est-à-dire les composantes du premier type sont égales à moins les composantes du deuxième type. Hein? Voilà. Pareil, c'est un sous-espace vectoriel pour les mêmes raisons que tout à l'heure. C'est-à-dire si j'additionne deux tenseurs antisymétriques, eh bien, j'ai encore un tenseur antisymétrique, donc je reste dans l'espace. Si je multiplie par un scalaire aussi, hein, et donc on peut fabriquer un sous-espace vectoriel de dimension n facteur de n-1 sur 2, hein, dont une base, par exemple, peut être EI tensoriel EJ moins EJ tensoriel EI, hein, par exemple. Voilà, c'est des tenseurs évidemment antisymétriques, hein, puisque quand vous échangez les indices I et J, eh bien, vous trouvez l'opposé. Et donc, voilà une base. Mais une base, c'est un exemple. Hein, vous pouvez en fabriquer plein d'autres. Hein, mais il faut que ce soit des tenseurs antisymétriques, bien sûr. Voilà. Alors, partie symétrique et antisymétrique d'un tenseur. En fait, c'est des conséquences des propriétés que je viens d'énoncer là. Alors, premièrement, les deux sous-espaces dont j'ai démontré l'existence, les tenseurs de second ordre symétriques et tenseurs du second ordre axisymétriques, sont orthogonaux. Hein, c'est-à-dire que si vous faites le produit scalaire d'un tenseur symétrique avec un tenseur antisymétrique, vous allez trouver 0. Ça se trouve en écrivant, bon, ça se démontre assez facilement, il suffit de prendre par exemple le tenseur symétrique avec ses composantes 2 fois covariantes et le tenseur antisymétrique avec ses composantes 2 fois contravariantes pour pouvoir écrire le double produit contracté. Hein, et vous verrez qu'à cause de l'antisymétrie, le résultat fait 0. Hein, donc en fait, il a des composantes nulles partout, donc ces deux sous-espaces sont orthogonaux. Donc ça, c'est un bon petit exercice aussi pour démontrer ça. Et deuxièmement, l'intersection de ces deux sous-espaces, eh bien, c'est le tenseur nul. Parce que le seul tenseur qui est à la fois symétrique et antisymétrique, eh bien, c'est le tenseur nul. Voilà. Donc ça aussi, c'est à démontrer. Hein, oui, ça... Pas du tout. L'identité, c'est un tenseur symétrique, ce n'est pas un tenseur antisymétrique. Donc je dis l'intersection, c'est-à-dire des tenseurs qui sont à la fois symétriques et à la fois antisymétriques, hein, c'est le tenseur nul. L'identité n'est pas antisymétrique. Il n'a pas sa diagonale nulle. D'accord? Bien. Bon, alors, donc, grâce à ces deux propriétés de division de l'espace en deux sous-espaces orthogonaux, etc., eh bien, en fait, on peut décomposer un tenseur du second ordre en partie symétrique et en partie antisymétrique. Hein. Cette décomposition est unique. Donc ça aussi, c'est un bon petit exercice pour montrer qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. Et le résultat de cette décomposition, c'est ça. C'est-à-dire que la partie symétrique, sim de t, eh bien, c'est 1/2 de t plus t transposé. Et asim de t, c'est 1/2 de t moins t transposé. Alors ça paraît trivial quand on voit le résultat. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, si j'additionne la partie symétrique et la partie antisymétrique, vous voyez clairement que j'obtiens t. Seulement, cette décomposition est unique, c'est ça l'intérêt. Hein. Sinon, cette décomposition, on ne l'écrirait pas. Hein. Donc, c'est ça l'important dans la conclusion, c'est que cette décomposition est unique. Hein. Il n'y a pas d'autre décomposition en partie symétrique et partie antisymétrique. Et cette décomposition, l'unicité de cette décomposition vient des propriétés que j'énonce au-dessus. Bien. Alors, maintenant, on va parler d'une petite particularité des tenseurs antisymétriques. Voilà, je me limite encore une fois à n égale 3, tout simplement parce que je vais utiliser mon tenseur H de tout à l'heure. Et donc, les vecteurs adjoints à un tenseur antisymétrique dans la dimension 4, c'est les plus compliqués. C'est bon. Alors, donc, prenons un tenseur d'ordre 2 antisymétrique. Bon, très bien. Je définis son vecteur adjoint par cette opération. Alors, est-ce que c'est bien un vecteur? Ben oui, parce que vous avez H d'ordre 3, A d'ordre 2, 3 et 2, 5, moins 4 à cause de la double contraction, j'obtiens un vecteur. Ce vecteur, je le note petit a. Hein, donc, 1/2 de H de point A. Voilà. Donc, en fait, quand j'ai un tenseur antisymétrique, je peux lui associer un vecteur.
Et donc, par exemple, les composantes covariantes du vecteur A sont données ici, 1 demi de H. Vous voyez la double sommation JK sur les deux derniers indices de H avec les deux premiers indices de grand A. D'accord? Double contraction comme d'habitude. Hein. Et la propriété, donc à démontrer en exercice aussi, c'est que si je connais petit a, eh bien, je peux reconstruire grand A par cette opération. C'est-à-dire que le tenseur antisymétrique grand A, c'est grand H point petit a, hein, où là, c'est une contraction simple. D'accord? Alors, donc, c'est bien un tenseur, parce que 3 pour H, l'ordre 3, plus 1 pour petit a, ça fait 4, moins 2, moins 2, oui, c'est bien ça, puisque je fais une simple contraction, donc ça me donne bien un tenseur d'ordre 2. Hein. Et donc, ce tenseur d'ordre 2 est antisymétrique, hein, et donc, pour démontrer cette égalité à partir de celle-là, il suffit de faire h point petit a, et vous utiliserez les propriétés que j'ai données sur h, les identités sur h, hein, parce que vous allez avoir un h point h2 point grand A, hein, en remplaçant petit a par sa valeur, et vous bricolez tout ça, c'est un bon petit exercice aussi, pour voir que finalement j'obtiens grand A. Le résultat est ceci. Donc encore une fois, je suis en train de fabriquer un espèce d'isomorphisme entre l'espace des tenseurs d'ordre 3, l'espace des tenseurs antisymétriques d'ordre 2, excusez-moi, je commence à bafouiller, hein, qui est donc de dimension 3. 3, rappelez-vous, l'espace de l'ordre de l'espace vectoriel des tenseurs antisymétriques, c'est n facteur de n-1 sur 2, donc c'est d'ordre 3. Hein. Eh bien, c'est de la même dimension que les vecteurs, en fait. Donc, on est encore en train de fabriquer un isomorphisme. C'est-à-dire que si je connais petit a, je peux connaître grand A, et inversement, avec ces deux formules. Hein. Donc, en fait, j'ai un isomorphisme grand A petit a. C'est-à-dire que tout tenseur antisymétrique peut être associé de manière unique, hein, par isomorphisme. Alors, isomorphisme, il faut le vérifier, tout ça, c'est-à-dire que si je prends l'addition de deux petits a, les grands a s'additionnent, la multiplication par lambda, pareil, hein, et inversement. Ce résultat-là ne sert pas souvent en mécanique, sauf quand même si, à certains endroits, pour faire le raccord avec la cinématique élémentaire, et il servira surtout lorsqu'on parlera des fonctions isotropes, où, bon, j'en reparlerai à ce moment-là. Donc là, c'est un petit exercice à faire pour voir quelles sont les relations en fait entre les composantes du tenseur antisymétrique et les composantes du vecteur petit a. Hein. Vous voyez comment ils se rangent. Hein. Bon, voilà. Bon, c'est une petite remarque comme ça. D'utilisation du tenseur H, vous pourrez démontrer que, en fait, dans les composantes du tenseur antisymétrique grand A point point en haut, on retrouve les composantes covariantes du vecteur petit a qui sont placées comme ça. Voilà, bon. Bien. Autre chose maintenant, toujours dans les tenseurs d'ordre 2, on va parler d'endomorphisme linéaire de V. Alors attention. Endomorphisme linéaire dans V, qu'est-ce que c'est? C'est un endomorphisme. Endo, ça veut dire de V dans V. Hein, c'est une application de V dans V. Hein, et il est linéaire. Donc ça, vous avez l'habitude. Vous connaissez ces applications de V dans V à travers une matrice. Hein. Vous avez une application, vous lui donnez à manger un vecteur et vous obtenez un autre vecteur. Alors, quel est le rapport avec les tenseurs d'ordre 2? C'est ce qu'on va voir maintenant. Hein, c'est-à-dire qu'on va fabriquer aussi, encore une fois, un isomorphisme qui va permettre de les confondre. Donc, voilà le plan de la chose. Alors, je rappelle ce qu'est un endomorphisme linéaire de V dans V. C'est-à-dire qu'on définit une application linéaire que j'appelle grand L, hein, et qui, à tout vecteur V, associe un vecteur W. Donc, c'est une transformation que vous avez l'habitude de voir en algèbre linéaire, en général. Hein. Bon. Alors, de manière matricielle, vous l'écrivez souvent comme ça quand on fait de l'algèbre linéaire, c'est-à-dire que la matrice de l'endomorphisme multipliée par le vecteur colonne des composantes contravariantes du vecteur vous donne les composantes contravariantes du vecteur résultat. Donc ça, c'est des choses que je considère comme connues, hein, c'est-à-dire que vous savez manipuler ces endomorphismes linéaires. Bon, maintenant prenons un tenseur du second ordre. A priori, ce n'est pas la même chose.
Un tenseur du second ordre, c'est une application qui a deux vecteurs associés à un réel. Ça n'a rien à voir avec un vecteur, j'obtiens un vecteur, a priori. Hein. Bon, donc, sauf que je remarque que t.v est un vecteur. Il n'y a qu'à regarder les ordres. Vous voyez que t, tenseur d'ordre 2, contracté avec un vecteur v d'ordre 1, 3 et 1, 4, moins 2 à cause de la contraction, ça fait 1, donc j'obtiens un tenseur d'ordre 1 ou un vecteur. D'accord? Voilà. Et donc, à tout tenseur d'ordre t, je vais associer l'endomorphisme linéaire tel que L de v, donc ça c'est un vecteur, est égal à t.v. Vous voyez que la démarche est tout à fait parallèle à celle que j'ai fait avec les tenseurs et les vecteurs et les tenseurs d'ordre 1. Hein. Là, à tout tenseur d'ordre 2, hein, donc j'associe l'endomorphisme linéaire, puisque j'ai vu que t.v c'était un vecteur. Hein. Donc c'est un endomorphisme bien linéaire, bien sûr, vous pourrez le vérifier, c'est clair que c'est la linéarité que j'ai définie dès le début et bien respectée. Voilà. Quelles sont les composantes? Eh bien, vous avez t.v. Donc là, j'utilise t comme un tenseur. Donc en fait, je fais la contraction du dernier indice de t avec le premier indice de v. Hein. Donc j'obtiens ça. Mais à cause de la définition que je viens de donner, c'est aussi L de v. Et donc, par définition, c'est la matrice de l'endomorphisme, Vj, Ei aussi. C'est-à-dire que je fais la même chose. Hein. Donc en fait, les composantes mixtes du tenseur du second ordre et la matrice d'un endomorphisme de V dans V, vous voyez que ça joue le même rôle. Hein. Donc en fait, la matrice de l'endomorphisme L de V dans V, hein, associée à T, est identique aux composantes mixtes du tenseur T. T, tenseur du second ordre. Eh bien, comme d'habitude, on va les confondre. Hein. C'est-à-dire que maintenant, je pourrais dire, je peux utiliser un tenseur du second ordre comme un endomorphisme en faisant l'opération t.v, hein, ou bien je l'utilise comme un tenseur du second ordre en l'appliquant à deux vecteurs et j'obtiens un réel. Vous voyez? Donc, on écrit que t et L, c'est la même chose, à condition de le définir que t de v, en fait, c'est L de v, tout simplement. Voilà. Donc, égale t.v. Donc, là encore, je vais pouvoir dire que finalement, les tenseurs du second ordre, les endomorphismes de V dans V, linéaires, hein, attention, linéaires, hein, ce n'est pas des applications quelconques de V dans V, c'est des applications linéaires, hein, eh bien, c'est la même chose. Voilà. Dernière, oh, non, pas la dernière, autre propriété donc, des tenseurs du second ordre. Tout à l'heure, j'ai décomposé en partie symétrique et partie antisymétrique. Je vais vous proposer une autre décomposition des tenseurs qui est utile aussi en partie sphérique et trace nulle. Alors, un tenseur sphérique, qu'est-ce que c'est? Bon, la définition, c'est simple. Si c'est S, c'est sphérique si c'est un multiple du tenseur métrique. Voilà. Bon, donc vous prenez le tenseur métrique, vous le multipliez par une constante et c'est un multiple. Bon. Alors, c'est un sous-espace vectoriel aussi. Pourquoi? Parce que, eh bien, quand vous prenez un tenseur sphérique et que vous multipliez par un réel, vous avez encore un tenseur sphérique, ou si vous additionnez deux tenseurs sphériques, vous avez encore un tenseur sphérique. Vous voyez? Hein, par exemple, vous faites alpha g plus alpha prime g, la somme de deux tenseurs sphériques, c'est alpha plus alpha prime g, c'est-à-dire un tenseur sphérique. Voilà. Donc, c'est un sous-espace vectoriel qui est de dimension 1. Maintenant, on va parler de tenseurs de trace nulle. Alors, il y a le mot déviateur, je l'ai mis entre guillemets, je vais en parler pourquoi dans un instant. Hein. Pour l'instant, admettons, on va garder ce vocabulaire puisque tout le monde l'utilise, mais je vous dirai pourquoi c'est mal nommé. Donc, grand D, comme déviateur. Hein. Donc, on dit que c'est un déviateur si sa trace est nulle. Bon, voilà, hein, vous prenez les tenseurs de trace nulle, bon, voilà. Eh bien, là encore, c'est un sous-espace vectoriel, c'est-à-dire que si vous prenez les tenseurs de trace nulle, que vous les additionnez, eh bien, le tenseur résultat est de trace nulle aussi. Et de même que si vous le multipliez par un scalaire, eh bien, c'est pareil, la trace est toujours nulle. Donc, et ce sous-espace vectoriel est de dimension n2-1. Même chose, ces deux sous-espaces sont orthogonaux.
Alors donc ça, c'est un petit exercice. Vous prenez un tenseur sphérique, vous faites son produit scalaire avec un tenseur de trace nulle, et vous verrez, ça fait toujours 0, quels que soient ces tenseurs sphériques et de trace nulle. Et donc on en déduit l'unicité de la décomposition en parties sphériques et déviatoriques de la manière suivante. On dit que tout tenseur T du second ordre peut être écrit comme un tenseur sphérique plus un déviateur, c'est-à-dire un truc de trace nulle. Voilà, la décomposition est unique et elle est la partie sphérique. Eh bien, c'est trace de T sur N G, donc c'est bien un tenseur sphérique, puisque trace de T sur N c'est un réel multiplié par G, donc c'est un tenseur sphérique. Et le déviateur, eh bien, c'est le reste. Bon, alors, je vais discuter sur déviateur parce que souvent, quand j'entends parler les gens, ça induit des idées fausses que je voudrais corriger. Il est clair que je n'ai pas encore, mais je vais le faire dans le transparent suivant. Non, je l'ai fait avant. À tout tenseur, je peux associer un endomorphisme de V dans V. D'accord? Bon, alors si on prend un tenseur sphérique, c'est simple, la matrice c'est alpha G, donc le vecteur il est multiplié par alpha et il n'est pas dévié. C'est-à-dire que, en fait, si vous faites un tenseur sphérique appliqué à un vecteur, vu comme un endomorphisme, eh bien vous obtenez alpha fois ce vecteur. Donc le vecteur il n'est pas dévié. C'est un vecteur collinéaire au vecteur qu'on a donné à manger à l'endomorphisme. Pour un déviateur, c'est pas vrai. C'est-à-dire que, en fait, les déviateurs, des fois, ça dévie les vecteurs, ce que suggère la dénomination déviateur, mais des fois, non. C'est ça l'erreur. C'est-à-dire de croire que, puisque la partie sphérique ne dévie pas les vecteurs, la partie déviatorique les dévie. Vous voyez ? Ça, c'est l'erreur de raisonnement que j'entends souvent, et c'est faux. Et je vais vous le prouver avec le transparent précédent, mais déjà vous allez comprendre, c'est que si je prends un tenseur de trace nulle, que les gens appellent déviateur, je connais au moins des vecteurs qui ne sont pas déviés par ce déviateur, c'est la base propre, les vecteurs propres. Un vecteur propre, par définition, ça n'est pas dévié par l'opérateur. Vous voyez ? Donc en fait, la dénomination de déviateur, faire croire que ça dévie les vecteurs, et en plus, bon, ça change leur module. Ça veut dire que le tenseur sphérique, il ne dévie pas les vecteurs, il change leur module. On pourrait croire, à cause de l'unicité de la décomposition, que le déviateur change la direction du vecteur, mais pas le module. C'est faux aussi. En fait, les seuls tenseurs qui dévient les vecteurs sans changer leur module, c'est les tenseurs orthogonaux. On va les voir un peu plus loin. Vous voyez ? Bon, alors déviateur, ça me dérange, c'est-à-dire que, à cause du nom, ça induit dans la tête des interprétations qui sont fausses. Par exemple, dans le poly, vous verrez que je calcule la déviation d'un vecteur avec un tenseur de trace nulle, avec un tenseur d'ordre T. Vous verrez que cette déviation se calcule à la fois avec S et D. C'est-à-dire qu'il faut les deux pour calculer le changement d'angle d'un vecteur dans un endomorphisme. Voilà. Vous le verrez vous-même, c'est facile à vérifier. Donc voilà, ce que je critique, c'est seulement le vocabulaire. Il n'empêche que, bon, puisque tout le monde parle comme ça, vous voyez, la partie déviatorique, je l'écris dev de T, comme ça, bon, comme tout le monde, mais ne vous laissez pas avoir par l'appellation. Voilà, un déviateur, ça ne dévie pas forcément les vecteurs. Et je vous ai donné des exemples de vecteurs qui n'étaient pas déviés par un déviateur. Vous voyez ? Voilà, bon. Alors, dans l'espace des tenseurs d'ordre 2 et d'ordre 2 seulement, donc on a plein d'opérations algébriques qu'on peut inventer grâce aux propriétés que je viens de faire. On a vu premièrement la contraction simple. Contraction simple, je ne vous apprends rien. Donc si vous avez T et U qui sont d'ordre 2, 2 plus 2 égale 4, moins 2 à cause de la contraction, ça vous donne un tenseur d'ordre 2. Donc en fait, le point dans l'espace des tenseurs d'ordre 2, c'est une opération interne. Vous voyez ? Vous prenez deux tenseurs d'ordre 2, vous obtenez un tenseur d'ordre 2. D'accord ? Donc, c'est une opération interne. Et l'existence de cette opération interne va nous permettre de définir plein d'opérations en parallélisme, en fait, avec ce qu'on sait faire sur les réels. Deuxièmement, je rappelle qu'on a un produit scalaire. Je vous l'ai démontré tout à l'heure. Donc, le produit 2 points, c'est un produit scalaire dans l'espace des tenseurs du second ordre. Le résultat est un tenseur d'ordre 0, comme je l'ai marqué. Alors,
on a un produit interne, on a un produit scalaire. Pensez aux vecteurs. Dans les vecteurs, vous avez un produit interne, qui est le produit vectoriel. Vous prenez deux vecteurs, vous fabriquez un autre vecteur. Et puis un produit scalaire. Eh bien, on peut faire un produit mixte, ici, mais dans l'espace des tenseurs d'ordre 2. Vous voyez? Donc, A, 2 points, produit scalaire dans l'espace des tenseurs d'ordre 2. B.C, produit interne dans l'espace des tenseurs d'ordre 2. Le résultat est un tenseur d'ordre 0. D'accord? Et alors là, excellent exercice aussi, où voir le poly. Ce produit mixte, il a des propriétés de rotation d'arguments, exactement comme le produit mixte des vecteurs, à quelques transpositions près. Vous voyez? Bon, là, regardez par exemple, bon, juste pour cette formule, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai échangé les rôles de A et B. Alors, si j'échange le rôle de A et B, il faut transposer C. Voilà la règle. Hein? Bon, après, vous en trouverez d'autres, voilà, et je vous laisse découvrir toutes les combinaisons. Et puis, en fait, dans la pratique de la mécanique des milieux continus, comme presque tous les tenseurs sont des tenseurs symétriques, les transpositions disparaissent. D'accord? Voilà. Donc ça va nous servir beaucoup pour factoriser des tenseurs d'ordre 0, c'est-à-dire factoriser des scalaires et leur donner une forme intéressante. Vous voyez? Des fois, je veux avoir le A devant le 2 points, des fois, je veux avoir le B, etc. Donc, en fait, on peut faire tourner ces choses. Hein, et ça, c'est quelque chose de commode en algèbre. Bon, donc là, il y a plein d'exercices amusants. Hein, vous pourrez vous amuser à découvrir toutes les permutations qu'on peut faire avec ça. Voilà. Alors, là, puisqu'on a une opération interne, c'est-à-dire deux tenseurs, leur produit contracté simple est un tenseur du second ordre, eh bien, je peux définir la puissance entière d'un tenseur. Hein. T, P fois, ça va me donner T à la puissance P. C'est ce que j'appelle T à la puissance P. Ça, pensez au réel, c'est comme ça qu'on définit la puissance entière d'un réel. D'accord? Bon. Par convention, que T à la puissance 0, c'est le tenseur métrique. Voilà, on pose ça par convention. L'exponentielle, puisqu'on sait calculer des puissances entières de tenseurs, je prends la définition de l'exponentielle pour les réels et je l'étends aux tenseurs. Voilà. Hein. Donc c'est T à la puissance P sur factoriel Q, T à la puissance Q, pardon, sur factoriel Q, et vous sommez tout ça de 0 à l'infini. Donc en fait, maintenant, je sais définir l'exponentielle d'un tenseur, en généralisant la définition de l'exponentielle d'un nombre réel. Voilà. Alors, donc, j'ai enlevé le premier terme, là, pour illustrer que T à la puissance 0, ça fait G. Hein. Voilà. Et puis, le reste. Bon. Attention quand même pour l'exponentielle. Ça ne se passe pas si bien. Regardez. Hein. Et oui, l'exponentielle de T, point exponentielle de T', ce n'est pas l'exponentielle de T plus T'. Ah, bon, c'est embêtant. Ça s'arrange quand les deux tenseurs T et T' ont une base propre commune. Hein. Mais, donc, à souligner, là, sinon on écrirait vite des bêtises hein, avec les exponentielles. Hein. Sinon, c'est faux. Voilà. Le déterminant. Eh bien, le déterminant d'un tenseur, on ne l'a pas encore défini, mais on va le définir maintenant, c'est le déterminant de l'endomorphisme linéaire associé. Donc, c'est le déterminant de la matrice L point, qui, on l'a vu tout à l'heure avec notre isomorphisme, c'est le déterminant des matrices mixtes. Hein. Attention, le déterminant d'un tenseur, c'est le déterminant des composantes mixtes. Petit exercice, ça marche avec les composantes mixtes du deuxième type, c'est-à-dire que c'est pareil. Hein. Voilà, bon, alors pour démontrer ça, eh bien, vous n'avez qu'à faire un changement de variance avec l'ascenseur d'indice. Vous verrez que ça ne va rien changer sur le déterminant du produit parce que vous avez des G point en haut qui sont l'inverse du G point en bas. Comme le déterminant d'un produit de matrice, c'est le produit des déterminants, ça marche bien. Hein. Donc vous verrez ça, c'est un petit exercice. En revanche, attention, alerte. Hein. Là, si vous prenez les composantes non mixtes, eh bien, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que les déterminants des composantes non mixtes d'un tenseur ne sont pas des scalaires. C'est-à-dire que quand vous changez de base, ce déterminant change. Et donc, alors, je ne fais pas la preuve ici, mais je peux la raconter quand même. Pour savoir si ça change quand on fait un changement de base, eh bien, on fait un changement de base. Et vous calculez ces différents déterminants. Vous voyez ?
Alors, quand vous faites un changement de base sur les composantes mixtes, vous vous rappelez, il faut utiliser la matrice A et B. Hein. Donc, en fait, comme elles sont inverses, tout va bien se passer quand vous allez prendre le déterminant général. En revanche, là, ça ne va pas se passer parce que 2 fois covariant ou 2 fois contravariant, vous allez utiliser 2 fois la matrice B ou bien 2 fois la matrice A. Hein, et ça ne va pas marcher, le déterminant ne va pas être le même quand vous changez de base. Vous voyez? Bon, c'est un petit exercice à regarder aussi. Hein. Voilà. Alors, tout s'arrange quand on est dans les bases orthonormées, mais les bases orthonormées, c'est pas toujours comme le cas. Une fois que j'ai défini le déterminant d'un tenseur, je peux définir un inverse d'un tenseur du second ordre. Alors, si le déterminant est différent de 0, hein, l'inverse est défini par t point t-1 égale le tenseur métrique. Voilà la définition de l'inverse. Hein. Donc, c'est le tenseur t-1 tel que t point t-1 est égal au tenseur métrique. Bon. Alors, en termes de composantes, ça s'écrit comme ça. C'est-à-dire que les composantes mixtes du tenseur t-1 sont égales à l'inverse des composantes mixtes du tenseur de t. D'accord? Pareil pour les autres composantes mixtes. Voilà. Et pas du tout pour les composantes non mixtes. Voilà la relation qu'il faut démontrer. C'est un bon exercice que je vous propose, hein, de montrer que les composantes 2 fois covariantes de t-1 sont la même matrice que les composantes 2 fois contravariantes de t. Voilà. Et pareil pour l'égalité inverse, hein, comme ça. Voilà, donc ça, c'est des bons petits exercices, hein, pour manipuler tous les concepts que je viens de mettre en place. Voilà, bon, je vous conseille de les faire pour vous entraîner à la manipulation. Et enfin, donc, la puissance entière négative d'un tenseur du second ordre, hein, t à la puissance moins q, eh bien, s'il est inversible, c'est-à-dire si son déterminant n'est pas égal à 0, hein, à ce moment-là, t à la puissance moins q, c'est défini comme t-1 à la puissance q, hein, et donc on pourra mettre des tenseurs à des puissances entières négatives. Voilà. Donc, vous voyez, du fait qu'on a une opération interne et un produit scalaire, eh bien, ça nous permet de faire des opérations supplémentaires, mais spécifiques aux tenseurs d'ordre 2, hein, pas pour des tenseurs d'ordre P. Hein. Ici, on est dans les tenseurs d'ordre 2. Hein, je le rappelle constamment dans la marge de gauche. Voilà. Bon. Alors, propriété spectrale. Là aussi, je suppose que vous avez des connaissances. C'est-à-dire que, a priori, vous savez ce que c'est que le spectre d'un endomorphisme. Hein, les valeurs propres, les vecteurs propres, etc. pour les applications de V dans V. Mais comme les applications de V dans V et les tenseurs du second ordre, c'est la même chose, en fait, je ne vais pas me casser la tête, je vais simplement dire que les propriétés spectrales d'un tenseur du second ordre, ce sont celles de l'endomorphisme associé, hein, grand L, que j'avais défini tout à l'heure. Bon, alors, juste des rappels, sans aucune démonstration. Donc là, vous allez voir n'importe quel cours d'algèbre linéaire, hein, pour savoir ce que c'est qu'une valeur propre, un vecteur propre, etc. Donc je fais juste des rappels et je souligne des points cruciaux. Hein. D'abord, vous savez que les valeurs propres sont les solutions de cette équation. C'est comme ça qu'on les calcule. Hein. Déterminant de la matrice de l'endomorphisme, pardon, je vais un peu vite, moins lambda fois la matrice identité. D'accord? On va écrire ça en tenseur. Premièrement, on a montré, avec l'isomorphisme que j'ai montré tout à l'heure, que le grand L, c'était la même matrice que... Oh, la barbe! Voilà. Grand L, c'est la même matrice que le T point point. Hein, et I, en fait, c'est les composantes du tenseur métrique mixte. Hein, vous vous rappelez, le tenseur métrique, il a des composantes mixtes qui sont la matrice identité, c'est-à-dire delta IJ. Donc, ce qui me permet, en fait, d'écrire que c'est le déterminant de T moins lambda G. Hein, c'est-à-dire les composantes mixtes de déterminant puisque le déterminant d'un tenseur, c'est le déterminant de ses composantes mixtes, et les composantes mixtes de T moins lambda G sont bien celles que j'ai écrites ici. Bon, donc voilà, pour calculer les valeurs propres, il faut résoudre cette équation. Alors ici, je me réduis à n égale 3. C'est tout simplement pour qu'il n'y ait pas trop de valeurs propres.
Hein. C'est-à-dire qu'il n'y en a que 3. Hein. C'est simplement pour... Et puis, non, un point important qu'on va souligner tout à l'heure. Donc, c'est marqué dans le titre, hein, j'ai mis un V3, hein, un indice 3 pour dire je suis dans un espace vectoriel de dimension 3. Hein. Bon, alors, je développe le déterminant. Bon, ben ça, d'accord, ça s'écrit comme ça. C'est un polynôme forcément en lambda puissance 3, hein, de degré 3 en lambda, hein, puisque je décalcule le déterminant d'une matrice 3,3. D'accord? Et là, c'est important. Hein, c'est que c'est un polynôme de degré 3. Et j'ai appelé donc T1, T2 et T3 avec les indices en chiffres romains, les coefficients de ce polynôme. Alors bon, il faut un peu de courage pour développer ce déterminant. Hein. Si vous voulez, vous pouvez prendre un logiciel de calcul formel pour, si vous donnez des composantes à t quelconque. Hein. Vous donnez TIJ, voilà, vous les appelez comme ça sans donner de valeur. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le polynôme caractéristique de l'endomorphisme associé à t. Hein. Voilà. Alors, si vous faites le calcul, vous verrez que le coefficient T1 que j'ai introduit là, eh bien, c'est la trace de T. Voilà, il faut faire le calcul du déterminant. Vous verrez, le coefficient de lambda 2, c'est la trace de T. Hein. Le coefficient de lambda, eh bien, ça peut s'écrire comme ça, c'est-à-dire un demi de trace de T au carré, moins la trace de T2. Hein. Voilà. Bon, c'est du calcul, c'est tout. Il n'y a qu'à le faire une bonne fois pour toutes. Hein. Et la constante du polynôme, donc le terme que j'ai appelé T3, eh bien, c'est le déterminant de T. Bon, c'est du calcul, ça, il faut le faire une fois, c'est tout. Alors, ces 3 coefficients du polynôme caractéristique, T indice romain 1 et 2 et 3, c'est ce qu'on appelle les invariants fondamentaux du tenseur du second ordre. Il y en a 3 parce que j'ai travaillé dans la dimension 3. Hein. Si j'avais travaillé dans la dimension 4, comme si, par exemple, vous vouliez faire de la relativité, eh bien, il y en aurait 4. D'accord? C'est parce que j'ai un polynôme de degré 3. Et parce que j'ai un polynôme... Alors, donc, ah oui. Dans le PDF, j'ai donné d'autres définitions de ces 3 invariants qui sont valables aussi seulement dans les espaces de dimension 3 et qui utilisent le tenseur d'orientation grand H. En fait, ces définitions-là sont équivalentes à celles que je viens de donner pour T1, T2, T3, mais une définition tensorielle avec le tenseur H, hein, le tenseur d'orientation. Et ces définitions sont très utiles en mécanique. C'est-à-dire que ça permet de comprendre des interprétations physiques de ces invariants. Hein. Donc on verra ça en mécanique, hein, mais je vous rappellerai, oui, donc allez voir quand même, que les définitions de T1, T2, T3 que j'ai données là, les coefficients du polynôme caractéristique, peuvent s'exprimer tensoriellement et donnent lieu à des interprétations mécaniques. Voilà. Alors, dans V3.2, il y a toujours une valeur propre réelle. Ça, bah oui, c'est une propriété des polynômes d'ordre 3. Hein. Il y a toujours une valeur réelle, parce que quand on tend vers moins l'infini, ça tend vers moins l'infini, et quand on tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, donc il y a forcément une racine réelle. Et les deux autres, ben, on ne sait pas. Hein. Ou elles sont toutes les deux réelles, ça peut arriver pour des polynômes d'ordre 3, ou elles sont complexes conjuguées. Voilà, donc on ne peut pas rien dire de plus. Il se peut qu'il y ait des valeurs propres qui soient uniques, réelles, hein, ou qu'il y en ait 3 réelles. C'est possible. Enfin, si il n'y en a qu'une de réelle, les deux autres sont complexes conjugués. Bon. Alors, je rappelle aussi un truc important, le théorème de Cayley-Hamilton. En général, on ne l'énonce pas pour les tenseurs d'ordre 2, on l'énonce pour les matrices. Mais en fait, on sait que maintenant, comme une matrice peut représenter un endomorphisme et que c'est aussi un tenseur d'ordre 2, eh bien, en fait, on peut énoncer ce théorème. Alors, donc, il dit tout simplement que tout tenseur d'ordre 2, hein, T c'est des tenseurs d'ordre 2, est solution de son polynôme caractéristique. Voilà. Alors donc ça c'est marqué là-haut, vous regardez le polynôme caractéristique, vous remplacez en fait lambda par T. Hein. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Hein. Et donc ce théorème de Cayley-Hamilton est important. Parce que donc ça paraît amusant comme ça, comme une curiosité, mais en fait, vous regardez cette équation, vous mettez le T3 de l'autre côté, et vous vous rendez compte que finalement, tout tenseur à la puissance 3 peut s'exprimer avec des puissances inférieures, 2, 1 et 0. Vous voyez ? Et donc, en fait,
Et puis alors, vous reprenez cette inégalité, vous la multipliez par t, encore une fois. Hein. Donc multiplier, je veux dire, avec un produit contracté simple, hein, pour obtenir l'opération interne. Vous obtenez T4 moins T1, T3, etc. Donc la puissance 4 peut s'exprimer en fonction de la puissance 3, qui elle-même peut s'exprimer, bon, vous avez compris, c'est pas la peine d'écrire des polynômes de tenseur d'ordre 2 qui soient de degré supérieur à 2. Hein, c'est pas la peine. Hein. Donc on n'apporte rien. Hein, ça, c'est à cause du théorème de Cayley-Hamilton. Et ça m'arrive assez souvent de lire pas mal de bêtises comme ça sur des gens qui écrivent des ordres de tenseurs en croyant qu'ils améliorent les choses. Et alors que, en fait, le théorème de Cayley-Hamilton dit que non, c'est pas la peine de vous crever, c'est pas la peine d'aller au-delà de l'ordre 2, de la puissance 2, pardon. Voilà. Alors, maintenant, propriété spectrale, désolé pour le rouge, des tenseurs symétriques. J'avais voulu le mettre en valeur, mais là, c'est pas gagné. Voilà. Donc, je le dis très fort, on va s'attacher aux tenseurs symétriques maintenant. Hein. Voilà. Alors, là aussi, il n'y a aucune démonstration parce que c'est normalement un résultat que vous voyez tous dans l'algèbre linéaire. Donc, je souligne les résultats importants seulement. Premièrement, les trois valeurs propres sont toujours réelles. Alors, pour un tenseur symétrique, les valeurs propres sont toujours réelles, ça c'est important. Hein, et ça va nous servir beaucoup en mécanique, hein, parce que comme en mécanique, la plupart des tenseurs du second ordre qu'on va utiliser vont être symétriques, ben, on est assuré d'avoir des valeurs propres réelles. Bon. Les espaces propres associés à chaque valeur propre, hein, c'était un peu trop long pour écrire la phrase, sont orthogonaux entre eux. Je veux dire que si vous avez un vecteur propre associé à une valeur propre lambda 1, hein, vous prenez les vecteurs propres associés à une valeur propre lambda 2 différente de lambda 1, eh bien, les deux vecteurs propres sont orthogonaux. Hein, voilà. Bon, donc c'est ce que je résume en disant que les espaces propres associés aux valeurs propres sont orthogonaux entre eux. Donc, on peut construire des bases orthonormées pour pas des bases orthonormées, des bases propres orthonormées, formées par des vecteurs propres. C'est possible à cause de l'orthogonalité dont j'ai parlé au-dessus, c'est-à-dire l'orthogonalité des espaces propres. Ensuite, si j'appelle E tilde point une base orthonormée, construite donc sur les directions propres, hein, eh bien, la matrice des composantes est diagonale. Et je vois que j'ai oublié d'écrire une ligne, mais vous le savez que sur cette diagonale, vous trouvez les valeurs propres. Hein, bon, voilà. Donc, en fait, un tenseur symétrique peut toujours s'écrire sous cette forme-là. Hein, c'est somme de i égale 1 à 3, lambda 1 d'ici, E tilde i, tensoriel E tilde i. E tilde i, c'est donc des vecteurs unitaires, hein, propres. D'accord? Et donc tout tenseur peut s'écrire comme ça. Ça, c'est l'écriture tensorielle du fait que sur la diagonale des composantes d'une base propre, vous trouvez les vecteurs propres, les valeurs propres. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est bien de l'écrire comme ça. Hein, c'est une manière d'affirmer que le tenseur est symétrique. C'est si les valeurs propres sont réelles, évidemment. Bon, parce que si les valeurs propres ne sont pas réelles, les vecteurs propres associés sont aussi complexes, hein, et c'est plus difficile de parler d'orthogonalité de vecteurs propres complexes. Bon, autre conséquence aussi, S à la puissance Q et l'exponentielle de S ont les mêmes directions propres que S. En fait, ça c'est facile à montrer, parce que si vous écrivez S comme ça, vous calculez S à la puissance Q, vous allez voir, ça marche tout seul. Vous allez trouver que la valeur propre de S à la puissance Q, c'est lambda à la puissance Q. Hein, et de même, les valeurs propres de E à la puissance S, il n'y a qu'à l'écrire avec la définition de E que j'ai donnée tout à l'heure. Et donc, c'est l'exponentielle des valeurs propres. Vous voyez, donc, ils ont les mêmes directions propres, et les valeurs propres sont tout simplement la puissance ou l'exponentielle. Et donc là, puisque S et S' ont une base propre commune, alors à ce moment-là, on rétablit la propriété la bonne propriété des exponentielles. Donc vous voyez, la bonne propriété des exponentielles, elle est seulement valable si les deux tenseurs S et S' ont une base propre commune. Donc s'ils ont une base propre commune,
deux conséquences. Premièrement, le produit contracté devient commutatif, mais seulement pour les tenseurs qui ont une base propre commune. Hein. Et deuxièmement, la règle des exponentielles, la bonne règle des exponentielles à laquelle on est habitué, revient à disposition. Voilà. Alors la commutativité des tenseurs qui ont une base propre commune, ça va nous servir beaucoup en mécanique. Hein. Ça, vous le verrez. Par exemple, si S' est sphérique. Alors donc là, toutes les directions sont des directions propres, et donc vous pouvez faire un produit contracté, cette fois-ci commutatif, si S' est sphérique, parce qu'il a une base propre commune avec tout tenseur, puisque toutes les bases propres, enfin plutôt toutes les bases sont des bases propres pour un tenseur sphérique. Voilà. Alors, les invariants fondamentaux que j'ai définis tout à l'heure avec l'indice romain 1, 2, 3, eh bien, avec les valeurs propres, ça s'écrit comme ça. C'est-à-dire que le premier invariant, c'est la trace, on l'avait dit tout à l'heure. Ici, la trace, quand on est dans une base propre, c'est la somme des valeurs propres, puisque c'est sur la diagonale. Hein. Le S2, c'est les produits des valeurs propres 2 à 2. Hein, non. Oui, la somme des produits 2 à 2. Lambda 1, lambda 2, plus lambda 2, lambda 3, plus lambda 3, lambda 1. Voilà. Donc là, c'est à vérifier. C'est-à-dire, vous prenez la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Hein, c'est trace de S2, trace de S au carré moins trace de S2. Vous faites ça. Vous verrez, c'est une des identités sur le carré d'une somme. Vous développez ça et vous voyez apparaître les doubles produits. Voilà. Hein. Et puis le troisième, le déterminant, c'est lambda 1, lambda 2, lambda 3, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, je signale quelque chose, c'est-à-dire ces formules-là, on les trouve dans tous les cours, c'est-à-dire c'est trivial, quoi. Il suffit d'écrire le tenseur symétrique dans sa base propre pour trouver immédiatement les définitions des invariants en fonction des valeurs propres. En revanche, l'inverse est beaucoup moins trivial. Hein. Donc j'ai pris la peine de le faire, vous trouverez les formules dans le polycopier, c'est-à-dire, dans ces formules, vous verrez la chose suivante, c'est que, connaissant S1, S2, S3, je peux calculer lambda 1, lambda 2, lambda 3 ordonnées. Il y a une formule pour le lambda 1, il y a une formule pour le lambda 2, il y a une formule pour le lambda 3. C'est-à-dire que vous connaissez la plus grande, la moyenne et la plus petite. D'accord? Bon, ça, c'est... Bon, il y a 2 pages de calcul pour montrer ça. Il faut savoir résoudre une équation du 3e degré. Donc voilà, bon, vous verrez, c'est détaillé dans l'annexe B, l'annexe A du PDF. C'est détaillé. Et ces formules sont très utiles, en fait. Enfin, pas forcément d'un point de vue pratique, mais d'un point de vue conceptuel. C'est-à-dire que quand on connaît les 3 invariants S1, S2, S3, eh bien, on sait calculer les valeurs propres ordonnées. C'est-à-dire, je peux calculer la valeur de la plus grande, la valeur de l'intermédiaire et la valeur de la plus petite. Voilà. Vous verrez ça dans le poly. Bon. Alors, maintenant, je particularise encore un peu. Tout à l'heure, on avait les propriétés spectrales des tenseurs du second ordre. Après, les tenseurs du second ordre symétriques. Et maintenant, symétrique défini positif. C'est encore plus particulier. Hein. Bien. Alors, voilà. Je rappelle que les tenseurs du second ordre s'écrivent comme ça. Hein, toujours. C'est avec des valeurs propres réelles. Et je rappelle que les œufs avec des tildes sont des vecteurs orthonormés. Hein, c'est important. Hein. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tenseur symétrique défini positif? Donc ça, c'est normalement un rappel. Hein. S est symétrique défini positif si S de V est de V positif, quel que soit V. Voilà la définition tensorielle. Donc S, appliqué aux deux vecteurs V et V, hein, eh bien, est positif, quel que soit V. Voilà la définition d'un tenseur symétrique positif. C'est peut-être pas celle que vous avez pu entendre, hein, mais c'est la même. On va le voir. Hein. Voilà, théorème, les valeurs propres d'un tenseur symétrique défini positif sont strictement positives. Vous voyez? Bon, alors donc, quelquefois, on définit les opérateurs, on ne dit pas les tenseurs dans les cours ordinaires, hein, mais on dit qu'il faut que les valeurs propres soient positives. C'est-à-dire on peut jouer, soit l'un est une définition, l'autre est un théorème, ou inversement. Hein. Bon, c'est comme on veut. Hein. Mais en fait, j'aime bien la définition au-dessus parce qu'elle est indépendante de toute base. Vous prenez S, vous lui appliquez 2 fois un vecteur et c'est toujours positif quel que soit V. Hein. Et donc, comme conséquence, donc ici c'est un théorème, ce n'est pas une définition, eh bien les valeurs propres sont strictement positives et c'est démontré, oui. Exact.
Merci. Exact. Oui, il ne faut pas que le vecteur soit nul, évidemment. Merci. Alors, dans les tenseurs symétriques définis positifs, eh bien, je peux encore faire des opérations supplémentaires par rapport à celles que j'avais fait sur les tenseurs symétriques. Alors, par exemple, tout à l'heure, j'avais droit qu'à la puissance entière. Maintenant, j'ai droit à la puissance réelle. Pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, les valeurs propres sont positives, et donc, je peux calculer la puissance réelle d'un nombre positif. Pour un nombre négatif, ce n'est pas défini. D'accord? Bon, donc c'est parce que les valeurs propres sont positives que je peux définir la puissance réelle. De même, je peux définir la racine πm d'un tenseur symétrique défini positif, y compris pour p égale 2. C'est-à-dire que je peux prendre la racine carrée d'un tenseur, c'est tout simplement s à la puissance 1 sur p. Hein, et donc je peux le faire, ça, parce que les valeurs propres sont des nombres positifs. On ne peut pas prendre la racine carrée de moins 1, enfin bon, d'un nombre négatif, sauf si on veut basculer dans les complexes. Hein. Bien. Et aussi le logarithme, pour les mêmes raisons. Hein. C'est-à-dire que le logarithme d'une valeur propre, eh bien, si la valeur propre n'est pas positive, le logarithme n'est pas bien défini. Hein. Alors on peut lui donner un complexe, mais en plus l'espace est feuilleté, c'est compliqué. Il faut définir une coupure. Donc en fait, on n'en parlera pas. Pour nous, on dira que on ne parlera du logarithme d'un tenseur que si ses valeurs propres sont positives, c'est-à-dire si le tenseur est symétrique défini positif. Voilà, donc vous voyez qu'on a gagné un peu d'opérations, mais seulement pour les tenseurs symétriques définis positifs. Bien. Ah. Ouais, bon, allez, je vais attaquer les tenseurs orthogonaux et j'arrêterai après. Je pense que je finirai le reste mercredi prochain. Hein, parce que, bon, je commence à vous saturer. Surtout que les tenseurs orthogonaux, ce n'est pas quelque chose d'aussi léger que ça. Bien. Alors, tenseurs orthogonaux, on va en donner la définition. On dit qu'un tenseur est orthogonal si Q transposé est égal à G. C'est-à-dire que vous faites son produit contracté avec son transposé et vous obtenez le tenseur métrique. Une autre manière de dire les choses, c'est que l'inverse est égal au transposé. C'est la même chose. Hein. Vous voyez qu'il n'y a qu'à multiplier par Q transposé des deux côtés et vous obtiendrez le résultat. Donc l'inverse est égal au transposé. Hein. Bon, alors donc voilà la définition des tenseurs orthogonaux. Cette définition-là, elle a plein de conséquences et qu'on va décortiquer progressivement. Alors déjà la notation, je dirais que l'ensemble des tenseurs orthogonaux, ils ont une structure que vous allez découvrir dans un instant. Et donc cet ensemble, je vais le noter Q double barre, comme ça, comme tous les ensembles. Hein, tous mes ensembles, je les note avec cette... Donc ça, c'est l'ensemble des tenseurs orthogonaux. Hein. Alors une des premières conséquences de la définition, qui est facile à trouver, c'est que le déterminant de Q est forcément plus ou moins 1. Ça, c'est pas compliqué, parce que vous regardez la définition ici, vous calculez le déterminant de chaque côté de l'égalité. À droite, vous avez 1, évidemment, puisque le déterminant du tenseur métrique, c'est 1. Déterminant des composantes mixtes, donc déterminant des delta IJ. Hein. Et de l'autre côté, vous avez déterminant de Q multiplié par déterminant de Q transposé. Mais la transposition ne change pas le déterminant, donc c'est déterminant de Q au carré. Hein. Donc vous avez le déterminant de Q au carré égale 1, donc déterminant de Q égale plus ou moins 1. Voilà. Bon, donc ça, c'est réglé. Et donc, ça va me permettre de classer les tenseurs orthogonaux en deux classes. Ceux qui ont un déterminant plus 1 et ceux qui ont un déterminant moins 1. C'est ce que je fais. Donc, les déterminants plus 1, on les appellera des rotations. Hein. Et donc, notation aussi, l'ensemble des déterminants, donc l'ensemble des rotations, hein, je les noterai Q+, pour me rappeler le signe du déterminant. C'est-à-dire qu'il a un déterminant positif qui est plus 1. Hein. Voilà, c'est une notation. Et donc, si le déterminant de Q vaut moins 1, ça c'est l'autre classe, alors c'est ce qu'on appelle un retournement. Bien, alors, les propriétés, donc il faut énoncer.
Les solutions sont dans le PDF, mais c'est pareil, je vous engage à l'aide de calcul tensorial, et là, sans aucune écriture de composantes, parce que ça ne va pas vous servir à grand-chose, hein, donc uniquement des opérations tensorielles, donc à démontrer les résultats suivants. Que Q est un groupe non commutatif pour l'opération point. Qu'est-ce que ça veut dire un groupe? C'est-à-dire qu'on a défini une opération interne, et que quand vous combinez deux rotations, vous obtenez, deux tenseurs orthogonaux, vous obtenez un tenseur orthogonal. D'accord? Donc Q.Q' est non commutatif, c'est que l'opération point n'est pas commutative. Hein. Donc voilà. Hein. Donc c'est un groupe non abélien, on dit quelquefois ça dans les cours d'algèbre. Hein. Donc c'est un groupe non commutatif pour l'opération point. C'est-à-dire que vous combinez les rotations et vous obtenez une rotation. Alors, la dénomination, pour les gens qui veulent faire savant, le grand Q que j'ai donné, là, pour désigner l'ensemble, ça s'appelle SO3 chez les gens qui font de la théorie des groupes. Mais bon, on peut passer ça. Deuxième chose importante, un tenseur T du second ordre, quelconque, et puis vous faites le produit Q orthogonal, celui-là, hein, Q.T.Q transposé. Bien, ces deux tenseurs ont les mêmes valeurs propres. Voilà. C'est-à-dire que quand on écrit un tenseur, par exemple si T est symétrique, ils ont les mêmes valeurs propres, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Alors ça, c'est pas trop difficile à montrer, avec quelques calculs d'opérations, définition des valeurs propres, etc. Et deuxième propriété intéressante aussi, c'est que si U lambda est un vecteur propre associé à la valeur lambda, alors Q.U lambda est un vecteur propre associé à la même valeur propre de Qt, Q transposé. En fait, si vous regardez bien ça, qu'est-ce qui se passe, hein? J'ai un tenseur T du second ordre, j'en fabrique un autre avec l'opération Q.Qt transposé. Eh bien, ces deux tenseurs, ils ont les mêmes valeurs propres et ils ont des directions propres qui sont tournées par Q. Hein, c'est-à-dire que si vous avez des directions propres qui sont U lambda, eh bien les directions propres de Qt, Q transposé, c'est Q U lambda, c'est-à-dire donc, en fait, on a tout simplement fait tourner les vecteurs propres sans changer les valeurs propres. Vous voyez? Bien. Alors, ça sera plus intéressant quand Q sera non seulement orthogonal, mais surtout une rotation. Hein. Mais bon, voilà. Alors donc ça, ces démonstrations-là, elles sont faites dans le PDF aussi, hein, c'est pas gratuit. Et donc, vous pouvez soit les lire, soit essayer de les trouver vous-même, parce qu'a priori, c'est intéressant de trouver soi-même. Bon, alors, deuxième chose. Maintenant, je suis sorti de Q, je suis dans Q+, c'est-à-dire je parle des rotations. Hein. Eh bien, c'est pareil, c'est-à-dire que quel que soit QQ', donc étant rotation, Q transposé est aussi une rotation. Hein, c'est-à-dire que si le déterminant vaut 1, le déterminant de Q vaut 1, le déterminant de Q transposé vaut 1 aussi. Hein, et Q.Q' appartient à Q+, c'est-à-dire que la combinaison de deux rotations, c'est une rotation. Donc en fait, on a défini un sous-groupe, hein, et Q à la puissance Q aussi. Hein, c'est-à-dire que vous faites une rotation Q fois à la suite, hein, et vous obtenez une rotation. C'est-à-dire que Q+, c'est un sous-groupe. C'est-à-dire qu'on a défini une opération interne dans Q+. C'est un sous-groupe de Q. Pas pour les retournements, ben non, pas de chance, parce que si vous combinez deux retournements, vous avez une rotation. Parce que le déterminant va être égal à plus 1. Vous voyez, vous prenez deux choses de déterminant moins 1, vous les combinez, vous aurez un déterminant plus 1, c'est une rotation. Donc le seul sous-groupe intéressant, en fait, c'est les rotations, ce n'est pas les retournements. Voilà. Alors donc ça, ces tenseurs-là, orthogonaux, vont nous servir énormément en mécanique quand on parlera de changement d'observateur, de choses comme ça. C'est-à-dire qu'on aura des tenseurs orthogonaux à manipuler et donc toutes les propriétés que j'énonce là vont nous servir. Hein. En fait, je dois vous avouer que quand j'ai construit ce cours de tenseurs, j'ai tout simplement et d'abord écrit un cours de MMC, puis j'ai rajouté dans les tenseurs tout ce dont j'avais besoin pour écrire mon cours. Hein. C'est-à-dire que pratiquement, il n'y a rien d'inutile dans ce que je vous raconte. Hein, ça sera utilisé à un moment ou à un autre. Voilà. Alors, regardons plus particulièrement les rotations. Hein, donc, je suis dans le sous-groupe Q+, là. Hein, voilà. Alors, je rappelle la définition, hein, c'est Q-1 égale Q transposé, et puis le déterminant qui vaut plus 1. D'accord ?
Alors, quelques propriétés. Donc, pareil, les démonstrations sont dans le PDF, mais ce qui est important, c'est de les souligner et de les organiser, quoi, pour que ça se classe dans la tête. Premièrement, le spectre. Si on regarde le spectre, c'est-à-dire les valeurs propres, eh bien, vous avez une valeur propre réelle, lambda 1, et les deux autres sont complexes conjugués. Hein, et elles sont toutes de norme 1. Donc, toutes ces démonstrations sont faites. J'affirme que lorsque un tenseur est une rotation, les valeurs propres sont de norme 1 et qu'il n'y en a qu'une de réelle, les autres étant deux complexes conjugués qu'on peut écrire donc E puissance iθ et E puissance moins iθ qui sont bien de norme 1. Voilà. Bon, voilà pour le spectre. Les invariants, eh bien, vous voyez que c'est pas compliqué, j'ai qu'à calculer la trace. Hein. Le premier invariant, c'est la trace. Vous vous rappelez? Hein, eh bien, donc là, je fais la somme des valeurs propres, et E puissance iθ plus E puissance moins iθ, ça fait 2 cosinus θ. Voilà. Donc, les invariants, c'est 1 plus 2 cosinus θ. Vous verrez la démonstration. Le deuxième invariant est égal au premier. La démonstration est faite dans le premier. Et puis, le troisième invariant, on n'apprend rien. On sait que c'est le déterminant, donc c'est plus 1. D'accord? Alors là, il y a une forme intéressante. La forme tensorielle, on démontre dans le polycopier que toute rotation peut s'écrire sous cette forme-là. Cosinus θ g, donc ça c'est une partie sphérique. Hein. Ensuite, vous avez 1 moins cosinus θ w tilde tensoriel w tilde. Donc ça c'est un tenseur du second ordre, symétrique, fabriqué avec des tenseurs unitaires. D'accord ? Et ensuite, donc ça c'est un tenseur symétrique, les deux premiers termes, hein, vous voyez bien, c'est des tenseurs symétriques, c'est évident. Et puis le deuxième c'est antisymétrique parce que h.w, vous vous rappelez, c'est la manière de fabriquer les tenseurs antisymétriques. Hein. Donc w, en fait, c'est à quelques coefficients près, c'est le vecteur, le vecteur associé au tenseur antisymétrique h.w, et donc avec un moins sinus θ. Donc, toutes les rotations s'écrivent comme ça. Hein. Et donc, ça va permettre d'identifier facilement les rotations. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez que l'angle de la rotation, c'est pas compliqué. Si on vous donne un tenseur qui est une rotation, donc vous avez vérifié que Q-1 égale Q transposé et que le déterminant vaut 1, c'est une rotation. Vous voulez savoir son angle, vous prenez la trace, vous enlevez 1, vous divisez par 2, hein, c'est marqué avec la formule en rouge sur la ligne des invariants, hein, et vous obtenez l'angle de la rotation par son cosinus, défini donc entre 0 et pi, hein, puisqu'il est défini par son cosinus. Et l'axe de la rotation, eh bien, vous regardez seulement la partie antisymétrique, hein, et vous en déduirez facilement que W tilde, l'axe de la rotation, unitaire orienté, hein, eh bien, il est donné par l'opération H2.Q, alors divisé par sinus θ. Donc, c'est un vecteur unitaire. Donc, vous trouvez automatiquement le vecteur unitaire orienté de la rotation, c'est-à-dire le sens de la rotation, et l'angle de la rotation compris entre 0 et pi sur 2. Donc, en fait, c'est avec ces formules, ça permet d'identifier très, très rapidement, hein, comment, quand on vous donne un tenseur qui est une rotation, mais ça ne se voit pas en regardant les composantes, vous pouvez trouver et l'axe et l'angle de la rotation. Inversement, donc, oui, alors, il y a une autre manière de trouver l'axe de la rotation, mais elle n'est pas bien, c'est donné dans certains bouquins, j'ai vu, de chercher le vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Mais ça pose un problème, c'est que quand on trouve un vecteur propre, on ne trouve pas son orientation. Hein. Donc en fait, l'axe il n'est pas orienté, on n'a pas vraiment le sens de rotation. Donc il vaut mieux utiliser cette formule que j'ai donnée là, qui définit l'axe de rotation unitaire orienté de manière unique. Hein. Voilà. Alors bon, petite rotation, bon voilà, ça existe dans les bouquins, donc bon, si on a une petite rotation, c'est-à-dire l'angle θ est petit, hein, eh bien, cosinus θ, c'est approximé à 1, et le sinus θ, c'est approximé à θ. Donc, en fait, avec la formule en rouge que vous avez là-haut, vous trouvez une formule approximative qui est G, hein, puisque cosinus θ vaut 1. Le 1 moins cosinus θ vaut 0, il saute, et il reste θ à la place de sinus θ, h moins w. Donc, les petites rotations. Alors,
D'abord, on n'a jamais besoin de ça, normalement, quand on travaille proprement. Hein. Et deuxièmement, j'en entends parler et ça fait dire des bêtises. C'est-à-dire que puisque j'ai une petite rotation, quand je veux fabriquer la rotation totale, j'ai qu'à l'intégrer, qu'on dit. Hein. Mais non, parce qu'en fait, une intégration, c'est une somme, alors que là, pour combiner les rotations, c'est un produit contracté. Vous voyez ? Donc attention, on peut dire rapidement des bêtises avec ces delta Q là. Hein, et donc, bon, a priori d'ailleurs, on n'en a pas besoin, puisque quand on fera de la cinématique, nous, on fera de la cinématique sans approximation, donc on dira qu'il n'y a rien de petit. Si après vous avez envie de dire que les choses sont petites, ça vous regarde. Hein, mais en fait, on n'a jamais besoin de ce machin delta Q. Hein. Voilà. Ou en tout cas, si on s'en sert, il ne faut pas oublier que calculer une intégrale de delta Q, ça ne donne pas un Q. Hein. Il faut faire... voilà. Bien. Bon, ouais, j'arrête. Est-ce qu'il y a des questions? « 37 sur 66, ouais, c'est bien. Oui? Bah, vous pouvez faire passer, là, ouais. Parce que je vais me casser la gueule dans les marches. Hein, ça va. Allez. Oui. Est-ce qu'on peut définir des nombres complexes de tenseurs? Ouais. Ça sert à rien en mécanique, mais on peut, oui. Pour faire des amortissements, des choses comme ça. Ah, attention. Non, je ne veux pas répondre maintenant, sauf quand on parlera de mécanique. Voilà. Qui en veut? Vous avez tout compris. Bon, ben, c'est formidable, voilà. Bon, alors donc, rendez-vous mercredi matin. Non, pardon, mercredi à 14 h. Hein. Il me reste encore un tout petit peu sur l'algèbre et après, on parlera d'analyse. Voilà.